Merci. Pierre Mignon m'a présenté très gentiment. Je suis plutôt dans ma capacité, dans mon rôle de syrienne ici, plutôt que dans mon rôle professionnel qui est celui de la recherche et de l'analyse. Et pourtant, dans ce lieu, je m'efforcerai de mettre tout ce qui est colère de côté pour essayer de souligner un certain nombre de problèmes qui me paraissent essentiels. Certains ont été soulevés ce matin, à l'instant, mais je crois que nous avons, de façon générale, depuis plus de 2 ans et 3 mois maintenant, un constat à faire. Tout ce qui est fait au plan diplomatique, au plan humanitaire, est largement en deçà du nécessaire, et qu'aucune action n'a été décisive pour changer les dynamiques internes de ce conflit, ni a fortiori les dynamiques qui sont venues se greffer sur cette situation intérieure. Il ne s'agit pas de faire de reproches, mais bien d'essayer de comprendre comment s'articule l'humanitaire et le politique dans cette situation syrienne, en commençant par dire la chose suivante. Lorsque la révolte, le soulèvement s'est produit en mars 2011, certains pensaient que nous aurions le même sort en Syrie que dans les pays qui avaient connu une rapide chute du chef ou du verrou qui tient le système autoritaire, et que nous irions vers une transition démocratique relativement rapide. Et puis d'autres, et c'est d'ailleurs le différent qui séparait les uns des autres, c'était vous ne vous rendez pas compte, ce régime ira jusqu'au bout, il détruira tout, il ne s'en ira pas avant d'avoir tout détruit. Et l'implicite dans ce commentaire était il est irresponsable de se soulever parce que le prix va être prohibitif. L'expérience montre qu'effectivement le prix était très élevé. Ceux qui ont manifesté en 2011 ne soupçonnaient pas un seul instant qu'ils seraient, pour certains et pour un grand nombre d'entre eux, déjà morts, d'autres ayant pris les armes, d'autres dans les prisons, etc. Mais ceux qui portaient l'espoir, c'était si ce régime est aussi monstrueux, la Syrie est un pays dont la valeur ajoutée, la haute valeur stratégique est telle qu'on ne laissera pas faire. Quelque part, il y aura un facteur international, un facteur régional, une dimension qui sera prise en compte pour dire si c'est humainement très coûteux et que ça laisse indifférent ou ça ne suscite pas une action décisive, au moins la dimension stratégique et le danger que cela peut représenter pour l'ensemble de la région va être pris en compte, et par conséquent, il y aura une action décisive. Alors, le fait que ce pays ait une valeur stratégique élevée est à la fois une chance et une malédiction. Il s'est avéré jusque-là être plutôt une malédiction qu'une chance. Nous espérions que les choses ne resteraient pas... que le peuple ne serait pas livré à la folie de ce régime. Et peut-être ne faut-il pas employer le mot folie. Nous avons entendu ce matin le discours de M. Kapila qui disait « Ils ne sont jamais fous, ceux qui mettent en œuvre ce type de stratégie. Ils sont parfaitement sains et ils ont au contraire une haute capacité à organiser le crime et le mal. » En tout cas, la malédiction est que ce pays, que toute action décisive paraît trop dangereuse, est apparue comme trop dangereuse jusqu'à ce jour pour être engagée. Cela nous amène à regarder comment cette population syrienne, après 2 ans, ou au bout d'1 an, elle avait à peu près compris qu'il n'y aurait pas d'action décisive extérieure,
On continue, bien sûr, à vivre avec l'espoir, les uns d'une intervention pour avoir une zone de protection aérienne, les autres une intervention décisive qui mettrait fin en ciblant des points stratégiques du régime à l'intérieur du pays, et les autres, l'espoir que l'on pourra persuader les membres du Conseil de sécurité, d'abord, et par conséquent les acteurs régionaux, en particulier l'Iran, qui apporte un soutien direct sur le terrain au régime, que l'on pourra peut-être, par le biais de la diplomatie, par la politique, mais donc une réelle intervention décisive. Et quand je parle donc d'action décisive, je ne parle pas uniquement de l'intervention de type armé, je parle bien de l'action diplomatique décisive. Le jugement, j'en discutais tout à l'heure avec l'équipe de Radio France Internationale qui est ici. Nous sommes devant effectivement une situation que je ne veux pas analyser en détail, mais simplement pour dire nous sommes dans une reproduction ou une réinvention des rivalités de la guerre froide sur laquelle viennent se greffer ensuite les 20 ou 25 années qui suivent, c'est-à-dire le post-Afghanistan, l'année 2001 et ses conséquences sur le monde. Tout cela semble venir se concentrer dans la situation syrienne et et enfin le conflit israélo-arabe qui est en filigrane mais qui à aucun moment ne disparaît de l'équation, il est même très présent, et qui rendent toute action décisive apparemment impossible à ce jour. Alors, pour en venir à la situation plus humanitaire et la situation de la population, je dirais qu'il faut comprendre quelle a été la stratégie du régime. Le régime Assad, celui qui est le même régime conduit par le père dans les années 70, 80, 90, ce même régime qui avait déjà commis un massacre majeur de plusieurs dizaines de milliers de victimes dans une ville, Hama, qui s'était soulevée. C'était à l'échelle plus locale, plus d'une seule ville, et ce soulèvement avait l'avantage pour le régime de ne pas pouvoir être couvert par les médias comme il peut l'être aujourd'hui. Et en une dizaine de jours, plusieurs dizaines de milliers de victimes de tués ce massacre avait pu être perpétré par le régime. L'absence des médias était essentielle à ce moment-là. Seuls étaient au courant ceux qui devaient recevoir et comprendre le message, les Syriens eux-mêmes, les groupes qui s'étaient soulevés. Il fallait dissuader de manière radicale pour que jamais, à aucun moment, la population n'ait la tentation de recommencer. Et il est vrai que pendant 30 ans, nous avons eu un calme parce que il y avait cet effet dissuasif, et ceci a été complètement intégré par le régime. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les médias sont présents à travers tout ce que vous savez, je n'irai pas dans le détail, des nouveaux médias jusqu'à la télévision, jusqu'à les images les plus précises et les plus détaillées. Et la question de l'assistance à population en danger ou l'assistance humanitaire, et celle-ci va des dons humanitaires jusqu'au principe de la responsabilité de protéger, dépend entièrement de l'émotion que l'on peut susciter pour qu'il y ait ce type de réponse importante. D'où le rôle central, bien sûr, des médias, qui est l'outil majeur pour lutter contre ce que on appelait ce matin le déficit d'empathie, et pour lequel les médias sont au centre d'un dispositif ou même d'une stratégie d'une population civile. Le problème de cet outil, c'est que quand il s'agit de l'aide humanitaire, informer sur les souffrances nécessite des capacités très importantes,
Et on s'adresse à plusieurs publics. Et ce n'est pas la même chose que de s'adresser aux opinions publiques pour susciter la solidarité, le don, que de s'adresser à des institutions internationales. Quand on doit le faire à l'intention des opinions publiques dans des pays susceptibles d'apporter de l'aide, cela se fait par les images. Il faut choquer, il faut intéresser, on ne peut susciter l'émotion. Mais on ne peut pratiquement rien faire en préventif, et très peu tant que la crise n'a pas atteint un degré d'acuité très élevé. Et nous avons vu au fil des mois comment il fallait atteindre une pénurie aiguë d'un produit vital pour qu'il y ait mobilisation et enfin à peu près une réponse apportée à ce type de... Cela va de matériel médical ou de poches de sang ou de choses de ce type-là ou de farine. C'est lorsque l'attention internationale se mobilise et que les médias se mobilisent que l'on arrive à apporter enfin un peu d'aide sur ce produit-là aux dépens des autres. Nous avons par exemple aujourd'hui, et l'alerte est lancée, je crois, une pénurie d'eau potable dans plusieurs régions. La population veut des moteurs pour sortir de l'eau des puits parce que le régime vise les stations d'épuration et d'électricité et qu'il n'y a pas moyen d'accès. On aura sans doute la même situation. Il faut atteindre une vraie crise aiguë et insoutenable pour qu'il y ait mobilisation. À l'intention des gouvernements et des institutions, nous avons un énorme obstacle qui est lutter contre l'inertie des bureaucraties gouvernementales, non pas des ONG, mais plus grave encore, la lutte contre la suspicion permanente. Et très tôt, les grandes organisations humanitaires, comme le CICR par exemple, sont passées à une redéfinition de la situation sur le terrain comme un contexte de guerre entre deux parties. Et dès lors qu'on est passé à cette définition-là, qui était selon leurs critères objectifs, il n'y avait pas d'intention particulièrement maligne dans cette définition, mais le fait est que dès lors que l'on définissait cette situation sur le terrain comme un conflit entre deux parties, on parlait donc de deux parties armées, et cet effet pervers a donné un coup de frein, enfin l'effet pervers de cela a été un coup de frein à l'aide, et notamment à l'aide au niveau local. Autrement dit, toutes les aides se sont organisées pour passer principalement par les organisations internationales. Et malheureusement, les organisations internationales se heurtent elles-mêmes au même problème qu'un gouvernement qui est, une fois qu'il faut rentrer dans le pays, comment agit-on ? Ou bien les gouvernements se sont adressés à leurs propres ONG nationales qui ont pu, à une certaine échelle, travailler. Mais le fait est que la réalité de l'aide, tout à l'heure Pierre Lignon le soulignait, pendant plus d'un an, au début du soulèvement, la population s'est organisée elle-même avec ses propres moyens, parce que les besoins n'étaient pas aussi importants qu'ils sont aujourd'hui. C'est ensuite qu'on a eu une montée, enfin une escalade de la crise humanitaire et qu'elle s'est amplifiée. Mais pendant plus d'un an, la population a pris soin d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle s'est organisée par des réseaux de solidarité locaux avec des fonds propres, notamment d'hommes d'affaires. Et ces réseaux locaux ont véritablement organisé une population qui était mobilisée dans un mouvement de résistance de longue durée. C'est-à-dire que la population a compris que la situation allait durer et elle a commencé à s'organiser localement pour s'inscrire dans la durée, pour résister dans la durée. Et cette notion de mouvement de résistance dans la durée n'est malheureusement pas intégrée comme une réalité sur le terrain avec laquelle il faut traiter. Autrement dit, on voit des partis armés, mais on parle très peu de ces réseaux qui sont civils en réalité, qui sont composés de sages, de femmes, de ce qu'on appelle les activistes, les militants qui ont commencé à manifester au début et qui n'ont pas voulu prendre les armes, mais qui se sont investis dans l'action humanitaire et dans l'action civile. Tous ces réseaux
qui traversent l'ensemble de la population, ça va des vieillards aux enfants. Ces réseaux décrivent une population qui est entrée en résistance sur la durée. Et cette réalité mérite, à mon sens, d'être bien intégrée et que les conséquences en soient tirées, c'est-à-dire que l'organisation de l'aide humanitaire devienne davantage une action qui s'appuie sur ces populations, sur cette réalité des réseaux locaux. J'appelle cela une organisation de la société en dehors de l'État parce que là où le régime a perdu le contrôle sur les régions, il a coupé les services. Nous avons perdu dès le début les services ça va du ramassage des déchets jusqu'à l'électricité, l'eau, tout cela a été immédiatement affecté. Bien sûr, la fin de la rémunération des employés du secteur public, donc des administrations, dans la plupart des régions, et la population se trouve donc dans l'obligation de s'organiser elle-même. Et on a vu dès le départ cette idée qu'il fallait organiser pour aujourd'hui et pour plus tard, et c'est là un aspect important de la conception de cette organisation locale, qu'il fallait organiser pour aujourd'hui et pour plus tard la vie au niveau local, au niveau des régions, au niveau des localités, pas au niveau encore des régions, mais au niveau des localités, y compris en se dotant de structures représentatives locales. C'est l'émergence de comités locaux et de conseils locaux au niveau de villages, au niveau de villes, et ensuite, moins réussi encore, parce que les processus de sélection ne sont pas au point, les élections ne peuvent pas avoir lieu dans des conditions convenables, mais l'organisation de conseils locaux au niveau des régions, la Syrie, ou des gouvernorats, la Syrie ayant 14 gouvernorats, donc l'idée d'avoir des conseils régionaux au niveau de chacun de ces gouvernorats. Mais en revanche, au niveau des villes et des localités, ces structures ont pris en charge, portent la population. Alors, autant qu'elles le peuvent, avec les moyens qui sont très limités, qui restent très limités, parfois avec des tensions dues à certains qui vont apporter une aide financière, mais qui est accompagnée de quelques conditions politiques. Alors, on va avoir, selon les régions et selon les groupes, une plus ou moins grande résistance à cette politisation de l'action locale, mais globalement, on peut dire qu'il y a un vrai tissu aujourd'hui de structures locales qui se sont organisées, soit ce sont des conseils locaux, parfois élus, soit ce sont des comités de sages, de personnalités respectables de la localité ou du village ou de la ville, bref, une auto-organisation de la société qui est assez remarquable. Cette population et les structures de la société civile présentes sur le terrain ont pensé l'humanitaire en termes durables aussi. Par exemple, l'humanitaire qui nécessite le renouvellement tous les mois, ils essayent autant que possible de passer à la formule des micro-projets qui permettent donc à une famille, à plusieurs familles de subsister à travers un micro-projet. Et voilà qu'on voit émerger une esquisse de ce qu'on pourrait appeler des micro-projets au niveau de l'ensemble de la Syrie. Pourquoi ne pas organiser cela? Pourquoi ne pas commencer à avoir une structure professionnelle pour organiser cela? Il y a une vraie volonté de le faire. Il y a des projets scolaires. Nous parlions tout à l'heure de l'enjeu de l'éducation. Lorsque le régime fait la guerre à la société, il livre une guerre totale. Alors, les spécialistes des crimes de guerre savent que quand il y a une guerre totale, une des manifestations ou un des critères importants, c'est le viol des femmes. C'est la rupture totale entre les groupes de la société. C'est lorsqu'on viole les femmes du camp adverse, on a introduit cette rupture totale. C'est le cas, elle existe malheureusement, nous avons ce schéma-là, mais en dehors de cela, il y a aussi une guerre totale qui est livrée, comme je le disais, si c'est l'eau et l'électricité, c'est aussi les écoles et le déni de l'éducation à la population. Nous sommes dans un vrai enjeu de perte
de la scolarité d'une génération sacrifiée qui ne va plus à l'école, qui ne va plus à l'université, donc là aussi on a une mobilisation, beaucoup d'organisations de femmes, d'initiatives de femmes qui tentent par tous les moyens d'organiser un modèle scolaire, des projets scolaires pour les enfants, et ça va du refus, ça se passe sous terre parce que c'est dangereux, les régions sont bombardées, ça se passe sous forme de caravanes itinérantes pour passer dans les villages, ça va jusqu'à le développement, reprendre des écoles et relancer les projets. Bref, il y a des initiatives intéressantes de ce type-là qui montrent une très grande créativité de la part de la population, des projets d'ordre culturel, artistique, pédagogique, psychologique, tout cela, ça fait partie de cette auto-organisation de la société pour résister. Alors, est-ce que la discrimination existe? Ce dont nous parlions ce matin, faire confiance aux nationaux, c'est prendre le risque qu'il y ait une perte de neutralité et éventuellement une discrimination. La réponse est oui, peut-être, dans certains cas. On va trouver qu'il y a discrimination qui va suivre l'identité des bailleurs de fonds, parce que nous aurons un bailleur de fonds qui a pour objectif de promouvoir sa doctrine, son projet idéologique. Ça se rencontre, mais honnêtement, ce n'est pas un problème majeur. En contrepartie, nous avons de très nombreux réseaux qui, depuis le début de la révolte et jusqu'à ce jour, font de l'humanitaire au service de ce qu'on appelle la paix civile ou la réconciliation nationale ou la coexistence entre les communautés. Et cela, c'est une réalité tout à fait remarquable. Pendant que le régime cherche à déchirer le tissu social, à inciter à la haine et à monter les communautés les unes contre les autres, on trouve au niveau de la population un soutien qui s'organise sous forme et qui porte un message très fort sous forme d'aide humanitaire de la communauté alaouite, qui est comptée comme celle sur laquelle le régime s'appuie, en faveur des déplacés, des populations déplacées sunnites qui arrivent dans des zones où la situation est relativement calme, puisque ce sont les zones que le régime contrôle encore. Et ce type de projet, vous voyez bien le potentiel pour l'avenir. Ce sont ces projets-là qui sont porteurs de l'espoir de réconciliation nationale et de reconstruction du pays. C'est donc ce message que je crois la population apporte régulièrement lorsqu'elle cherche à s'organiser elle-même, c'est qu'elle manque de moyens, et là elle manque cruellement de moyens pour opérer sur ces bases-là, avec ces critères-là, et avec la détermination et la motivation que l'on trouve, et que l'on ne trouvera évidemment pas chez un professionnel de l'humanitaire qui vient faire son travail. Donc, pour maximiser l'effet de l'aide, il est évident qu'en s'appuyant sur les réseaux locaux, on peut obtenir certainement beaucoup plus encore que ce qu'une organisation humanitaire va faire toute seule. Et encore une fois, quand on dit une population qui est entrée en résistance, ça n'est pas une population qui veut être assistée, elle veut avoir les moyens d'organiser sa résistance. Et c'est toute la différence avec l'aide qu'on apporte à une population impuissante, passive, sans défense. Celle-ci existe, bien entendu, ce sont les plus vulnérables, mais il y a aussi cet esprit d'une société mobilisée. Je voudrais attirer quand même l'attention sur un aspect qui est le plus, peut-être le plus diabolique dans l'approche qu'a prise le régime, c'est que la souffrance, même la souffrance humanitaire de la population, est utilisée par le régime comme un instrument de guerre. Il faut punir ceux qui résistent et dissuader ceux qui ne se sont pas encore soulevés contre le régime. Les médecins torturés et tués ont été évoqués, les boulangeries qui sont visées délibérément, les hôpitaux qui sont systématiquement bombardés, les réseaux électriques, je disais tout cela, simplement pour comprendre que si cela est devenu un enjeu
une partie intégrante de la stratégie du régime, eh bien, outre cette dimension, la dimension morale qui est abominable, cet état de fait rend les discours d'indignation inefficaces et même dérisoires. On voit que toutes les tentatives pour séparer l'humanitaire du reste, du politique, ont échoué à ce jour, y compris les initiatives qui sont, ça va du CICR qui a réussi une fois à négocier avec le régime, avec grande difficulté, l'idée d'une trêve humanitaire de 2 heures par jour qui permettrait d'acheminer l'aide pour que celle-ci parvienne, jusqu'à l'initiative française du gouvernement français de l'été dernier de proposer une résolution pour l'aide humanitaire au Conseil de sécurité. Et celle-ci elle n'a même pas été discutée, à mon souvenir. J'en défère à Éric Chevalier. Elle a tout simplement été écartée et il n'a pas été possible de discuter sérieusement au Conseil de sécurité de ce projet de résolution. Donc cette imbrication du politique, de l'humanitaire avec le politique, et l'humanitaire utilisé dans l'action politique, nous amène à poser la problématique de que faire lorsque toutes les initiatives et toutes les tentatives qui requièrent un minimum de coopération de la part du régime échouent. Il y a eu tentative de cesser le feu aussi, au-delà de l'humanitaire. Je viens de mentionner l'humanitaire, mais au niveau politique, au niveau militaire, sur le terrain, disons, les tentatives de négocier un cessez-le-feu, d'envoyer des observateurs sur la région, toutes ces initiatives ont échoué à ce jour. Alors, nous avons, dans l'opposition syrienne, reçu les conseils de certains de Bosnie et du Kosovo. Et en particulier à propos du Kosovo, le conseil était « mais vous n'exploitez pas vos morts suffisamment, vous ne savez pas faire, il faut utiliser vos victimes et capitaliser sur vos victimes, il faut lancer des opérations médiatiques bien étudiées, des campagnes de lobbying, etc., qui sont l'utilisation de vos morts. Vous n'utilisez pas vos morts comme il le faut pour susciter la seule réponse qui paraît adéquate, qui est une intervention humanitaire, une intervention d'un certain type, elle reste à définir. Puisque le régime lui-même en a fait un instrument de sa guerre, il faut savoir en faire un instrument, vous aussi, du côté de l'opposition. Alors, ces gens-là s'excusent de leur cynisme, mais nous disent très clairement, vous avez échoué. Vous n'avez pas réussi à susciter l'émotion, l'indignation, et donc le type de réponse qu'il faut attendre dans ce cas-là, c'est la seule qui soit réaliste, puisque toutes les autres voies ont échoué. Je voudrais terminer en disant simplement que je crois que la détermination de la population sur le terrain n'a pas faibli à ce jour. Il est vrai qu'il y a une très grande souffrance et une très grande fatigue, et surtout l'absence de moyens est la dimension peut-être la plus déprimante pour la population, la plus démoralisante. Il est clair aujourd'hui que la population résiste, elle sait que cela va durer, mais elle sait aussi que la solution ne peut plus être interne, elle ne sera pas syrienne. Et il faut qu'elle soit agréée au plus haut niveau et imposée sans doute à ce pays et au régime qui est en place, qu'elle soit d'ordre politique ou qu'elle soit d'ordre militaire, sous forme d'action, sous forme d'intervention humanitaire, puisque ceci a été évoqué, discuté, et pour l'instant n'est pas une option très sérieusement
au menu, mais qui reste, à mon avis, l'option qui mérite d'être très sérieusement agitée. Et pour finir, je n'appelle pas, je n'ai jamais appelé d'ailleurs à l'intervention militaire, parce que nous savons que celle-ci a aussi d'énormes inconvénients et beaucoup de dégâts, mais le grand problème dans la question syrienne qui reste difficile à comprendre, c'est l'incapacité du Conseil de sécurité, d'une action internationale, d'un message international suffisamment fort, ce message international étant l'accord des membres du Conseil de sécurité pour condamner ce qui se passe. À ce jour, il n'y a pas une seule résolution du Conseil de sécurité qui a clairement condamné les actions du régime syrien. Alors, entre une résolution qui condamne et l'intervention armée, il y a une panoplie, il me semble qu'il y a une échelle qu'il aurait fallu commencer à gravir, mais nous n'avons jamais gravi même le premier échelon. Et c'est pourquoi cette idée qu'il faut aller vers l'intervention armée, à mon sens, des condamnations claires, un message clair que ceci ne peut pas continuer, était peut-être à même de changer le comportement du régime à un certain moment. Je ne sais pas si c'est encore possible. Merci.